La première pièce que j'ai envie d'évoquer, c'est cette pièce qui s'appelle Lieu-dit, qui est un anneau de pierre que j'ai réalisé avec la participation de bon nombre de personnes. Cette pièce, elle n'est pas, on ne peut pas dire qu'elle soit la plus représentative de mon travail sur des questions plastiques, mais elle est vraiment représentative de mon travail, surtout sur des questions de l'ordre de collaboration avec d'autres personnes, etc. Il y a énormément de personnes qui ont travaillé autour de cette pièce, et notamment le CIRIMAT à Toulouse, donc c'est le CNRS Céramique, qui a mis au point une technique très spécifique qui permet d'agglomérer des pierres entre elles, enfin des matières entre elles, une technique incroyable. Et j'ai travaillé avec des historiens, et notamment le mémorial de la prison de Montluc à Lyon, pour pouvoir retracer le parcours possible d'un résistant, d'une résistante qui aurait pu être trimballée d'espace en espace. Et les espaces convoqués, ce sont la grotte de la Luire dans le Vercors, le mémorial national de la prison de Montluc à Lyon. On a l'ancien camp de concentration du Natzweiler Struthof en Alsace. Et on a aussi la nécropole de Vassieux en Vercors, qui est une nécropole particulière puisque c'est la seule où il y a des civils à l'intérieur. Une nécropole, c'est un cimetière militaire. Et cette pièce est un agglomérat, on va dire, de ces pierres glanées sur tous ces espaces-là. Et le choix d'un travail sur pierre à toute petite échelle est aussi un regard un peu autre sur la question mémorielle. C'est-à-dire que la pierre est un choix en général de matériaux privilégiés sur les questions mémorielles, mais on a souvent accès à des choses qui sont plutôt monumentales, avec des pièces énormes. C'est la question de la sculpture et de la statue. Voilà. Et ma démarche a été plutôt orientée vers le fait de porter quelque chose, de se porter sur quelque chose qui justement, je viens de le dire, puisse être porté comme une bague. Et quelque chose qui aurait pu accompagner ce résistant, cette résistante tout au long de son parcours. Et voilà pourquoi la forme première de cette pièce est simplement un anneau. Ici, il s'appelle Lieu-dit, c'est parce que la plupart des lieux dans lesquels j'ai glané ces pierres, ce ne sont pas des lieux qui se nomment officiellement ainsi. Ce n'est pas le nom d'un village, ce n'est pas le nom d'une ville. Et ça aussi, ça participe des choses insaisissables sur la question mémorielle et de l'histoire. Le travail réalisé avec le CNRS Céramique, donc, à Toulouse, a été d'utiliser une technique extrêmement singulière qui est le fait d'utiliser la technique SPS. Cette technique-là développe la possibilité dans une chambre, dans un four qui est extrêmement petit, puisque le développement en est encore à des chambres très fours, et on a par contre toute une ingénierie de machines, etc., qui prend une place incroyable. C'est d'ailleurs très étonnant quand on est dans leur laboratoire. On a toute une salle remplie par un mécanisme qui ne permet de chauffer qu'un espace qui fait que quelques centimètres cubes. Et en fait, ces pierres, elles sont flashées comme si elles recevaient pendant de longues minutes un éclair. C'est cette température-là qui provoque l'agglomérat jusqu'aux atomes de la matière. Voilà. Et c'est assez intéressant pour moi parce qu'il n'y a pas d'ajout. Il n'y a rien qui est ajouté, pas de colle, je veux dire, pour participer à l'agglomérat, en fait. Voilà. Pour le dessin, porte d'entrée, prison des Baumettes à Marseille, ce dessin, en fait, s'inscrit dans une série que je mène depuis quasiment fin 2011. Fin 2011, et je me suis employé à réaliser bon nombre de dessins à propos de l'espace carcéral. J'avais commencé avec des miradors, j'avais commencé en fait avec de nombreux
éléments architecturaux. Et j'avais en tête l'idée, dès le départ, de ne pas dessiner une prison entière vue de l'extérieur, bien que je me sois employé à briser cette règle assez rapidement, mais j'avais dans l'idée de réaliser uniquement des morceaux qui fait qu'une fois que l'on exposerait peut-être un certain nombre de dessins, on pourrait recomposer l'espace carcéral. Et dans cette lignée de travail, dans ce chapitre de travail, ici, il s'agit de la porte d'entrée des Baumettes, et donc on a cette porte avec ce mur qui fait 6 mètres et qui est l'espace de délimitation entre l'espace carcéral et la rue. J'utilise une matière très particulière pour la réalisation de mes dessins. C'est de la poudre de fer, de la limaille de fer. Cette limaille de fer, c'est celle que je ramasse sur les sols des usines, des métallurgiques, etc. Ça peut être aussi dans des ateliers où on aiguise divers lames de scie ou peut-être aussi chaînes de tronçonneuses, etc. D'ailleurs, selon les endroits où je vais, j'ai une poudre qui est plus ou moins épaisse, plus ou moins grise, etc. C'est assez intéressant de pouvoir glaner un matériau divers dans des espaces comme ça divers, bien qu'il ne s'agisse que de déchets. Et cette poudre de fer, elle est aimantée. Je m'explique, le dessin est d'abord réalisé sur une plaque d'aimant qui est contre-collée contre un médium. Et ensuite, il est travaillé au cutter, tel un pochoir. Donc je dessine en négatif et je garde le positif. Et ensuite, après avoir pris soin dans des grands formats, comme c'est le cas pour la prison des Baumettes porte d'entrée, je prends soin de repeindre tout le dessin pour pouvoir avoir un blanc, et ensuite je viens disposer de la poudre de fer qui s'accroche et qui n'est retenu par l'aimantation, par la force magnétique, uniquement à l'endroit où il y a donc les aimants. Et donc, on se retrouve avec un travail de modelé divers, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'on a une surface qui n'est pas marquée par le dessin. C'est-à-dire que si on passe la main, si on enlève la vitre, le cadre, etc., et si on passe la main, on efface le dessin. On a un dessin qui n'est pas fragile puisqu'il est pérenne, mais on a un dessin qui en permanence est retenu contre son support, mais qui pourrait en tout cas être effacé. Et ça m'intéresse aussi. La pièce quartier des femmes mineures, prison des Baumettes, est un accident d'atelier. Un accident d'atelier, pas au sens où on l'entend, où l'on aurait mélangé des matières ou que sais-je, coupé pas exactement là où il faut et avoir la constatation de quelque chose qui nous saute aux yeux. C'est plutôt un accident d'atelier qui a été provoqué par un mauvais mot, une mauvaise constatation, un mauvais regard qu'a posé une surveillante sur un des ateliers que je menais à l'intérieur du quartier des femmes mineures. Je réalisais un atelier où je demandais à ces très jeunes femmes de dessiner leurs clés, disons les clés qui les enferment, parce qu'elles peuvent les apercevoir à certains moments dans les couloirs, juste au dernier moment avant que la porte se ferme sur elles. Et je leur ai demandé de la dessiner de 2 manières, soit de façon très réaliste, soit d'une façon extrêmement extraordinaire, pour le coup. Un peu comme des monstres ou que sais-je. Et j'avais des propositions qui étaient très intéressantes. Mais quand il s'agissait de représentations les plus réalistes, finalement, les dessins étaient maladroits, etc. Mais disons que n'importe qui n'aurait pas forcément pu mieux faire. Mais ce sont des clés qu'elles aperçoivent peu, c'est complexe, etc. Et à ce moment-là, une surveillante qui vient dans l'atelier, regarde par-dessus les épaules pour pouvoir surveiller ce qu'on fait, ou du moins jeter un regard de curiosité, fait cette réflexion sur le dessin d'une jeune fille, d'une jeune femme. Mais la clé n'est pas du tout comme ça, c'est autrement, tu dessines n'importe comment, etc., etc. À ce moment-là, voulant prendre un petit peu la défense de la personne, je lui dis, mais alors sortez-nous les clés, montrez-nous-les
comment est-ce qu'elles sont, qu'on puisse voir. Et à ce moment-là, elle sort son trousseau de clés, vous savez, qui est relié donc à la ceinture avec un câble pour éviter l'arrachement des clés. Elle sort, et à ce moment-là, moi, je sors aussi un matériau que j'ai souvent sur moi quand je travaille, quand je suis dans une situation de travail, et c'était le cas au Baumettes, 2 matériaux qui se mélangent et qui font une sorte de matériau de moulage parfait, très précis. Et à ce moment-là, je lui propose de nous laisser l'empreinte de la clé dans ce matériau, et puis de repartir, comme ça elle ne nous laisse pas la clé, c'est normal. Mais en fait, elle nous a laissé la clé, puisqu'elle a laissé l'empreinte, et elle part d'ailleurs au moment où elle laisse l'empreinte, où elle pose son morceau d'acier dans cette sorte de pâte à modeler. Je pense qu'elle comprend ce qu'elle fait, qui est de laisser une empreinte, ce qui est strictement interdit bien sûr, et elle ne réfléchit pas trop, elle s'en va. Il y a une sorte de malaise qui s'établit, et puis finalement l'atelier se termine, je rentre chez moi, et puis surtout, ni une ni deux, je vais voir mon beau-frère qui est prothésiste dentaire, à qui j'ai toujours dit il faut absolument qu'on travaille ensemble, qu'on réalise une pièce, ta technique est incroyable, c'est de la céramique, c'est très précis, c'est vraiment très beau, mais j'avais jamais trouvé quoi. Mais là, pour le coup, c'est la surveillante qui a désigné l'œuvre à réaliser, qui était une copie d'une des clés. Ce qui, moi, m'intéresse là-dedans, c'est que la céramique, ça passe les portiques. Ici même, d'ailleurs, au Camp des Milles, quand on rentre, on passe un portique. Mais si on avait n'importe quel objet, en céramique, il passerait. D'ailleurs, les couteaux en céramique sont souvent équipés d'une tige métallique dans les manches, pour éviter, voilà. Et puis cette clé en céramique dentaire, c'est aussi, comme je viens de le dire, un clin d'œil aux dents qui sont à la perte des dents en prison. Quand un corps est enfermé pendant 20 ans, 25 ans, il y a un phénomène qui se produit qui est terrible, qui est que le corps laisse tomber ses dents. Voilà. Et on a quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà, on a cette clé, c'est aussi un geste qui n'est pas du tout autorisé en temps normal, mais par le biais de la réalisation d'une réalisation artistique, en tout cas, il m'intéressait de parler une fois de plus dans mon travail de la question de la liberté, mais sous cet angle-là. La pièce We Are Men, I Am a Man est une pièce qui est vraiment contextuelle, qui a été réalisée in situ et qui peut se déplacer, qui peut aller dans d'autres espaces, etc. Mais elle a été vraiment réalisée et conceptualisée pour une exposition qui était une exposition monographique que j'ai tenue dans un des espaces du Palais de Tokyo. Cette exposition s'appelait L'huile et l'eau, suite au prix des Amis du Palais de Tokyo que j'ai eu en 2018, le prix de 2018. C'est avant tout une collaboration avec le rappeur Akhenaton, que j'ai rencontré par des biais de connaissances liés avec mon galeriste Charles Richard. Puis cette rencontre avec Akhenaton était intéressante puisqu'on a parlé de la question de l'art et qu'est-ce qui pouvait être montré, dit, écouté, etc., etc. On parlait beaucoup d'ailleurs de la question de la violence dans l'art. Est-ce qu'on pouvait s'y autoriser? Est-ce qu'on pouvait se permettre plus de choses, etc. Pour rapidement conclure, résumer la chose, c'était tout d'abord oui, on peut s'autoriser énormément de choses, mais il y a une certaine mesure et une certaine justesse à avoir. Parti de là, je lui ai proposé de réaliser les voix d'une pièce que j'étais en train de constituer. Et je ne pensais pas d'ailleurs mettre des voix dans mon exposition au Palais de Tokyo, je pensais uniquement être dans l'écrit et la présence sur des plaques de béton de texte. Et je lui ai fait la proposition suivante. Je glane énormément de textes dans des phrases, dans des films, dans des livres, des documentaires, etc., qui apparaissent comme des punchlines, ce qu'on appelle cette phrase qui est frappante et qui donne un message direct et qui vient heurter le spectateur et l'attraper dans ses convictions. Et je lui ai proposé de lire
avec sa voix qui du coup devient signifiante. Le rappeur Akhenaton porte avec sa voix et tout son travail artistique quelque chose qui est de l'ordre de la révolte et du questionnement, une révolte philosophique aussi. Et du coup, simplement, il a réalisé un ensemble de voix, d'un ensemble de textes que je ne pourrais réciter là parce qu'il y en a peut-être une trentaine et une quarantaine de phrases qui en tout cas sont issues de diverses révoltes de prison ou encore à propos de l'événement de la Commune en 1871, etc. Et donc, au Palais Tokyo, on se retrouvait avec une colonne en béton de laquelle émanait une voix, la sienne, qui venait comme ça scander des textes. En tout cas, le spectateur recevait un texte en même temps qu'il avait le loisir d'observer un dessin que j'avais réalisé qui était très grand, qui était la mairie de Paris en ruine, complètement, qui vomissait sa propre matière. Et donc cette pièce, à présent, elle est réalisée de manière, elle a été réalisée de manière à ce qu'elle puisse s'adapter dans d'autres circonstances, puisque de toute façon, l'essence même de cette pièce était de s'adapter à l'espace d'exposition. Puisque dans l'espace d'exposition du Palais de Tokyo, il y avait une colonne qui était parfaitement disgracieuse et j'avais décidé de la ceinturer pour en faire, pour maîtriser plastiquement l'espace. Et donc voilà, petit à petit, on a un petit peu toutes les tenants et les aboutissants de cette pièce et surtout de cette collaboration qui a été aussi avant tout pour moi un geste venant de l'extérieur de Marseille, étant arrivé aux alentours de début 2019, une arrivée complexe. Et le fait de travailler avec Akhenaton a été aussi pour moi un geste que je voulais envoyer aussi à mes camarades artistes marseillais, qui fait que j'avais très envie de travailler avec celui que je considère comme l'un des meilleurs artistes, toutes pratiques confondues, marseillais, qui a été une sorte de parrainage en quelque sorte. Voilà. Et puis on peut le dire aussi tout simplement la réalisation d'une certaine forme de fantasme, travailler avec Akhenaton. Dans la matérialité même de la réalisation de la pièce We Are Men, I Am a Man, c'est une réalisation de dalles de béton qui font à peu près 75 cm par 75, si je me souviens bien. Dimension d'ailleurs déterminée par la force disponible d'une ou deux personnes pour pouvoir soulever ces dalles. Encore une fois, rien de conceptuel dans ce genre de considération, mais plus un aspect pratique et limite même un aspect pratique de ce que le corps peut porter. Évidemment, ces dalles en béton, je dis évidemment puisque depuis de nombreuses années, je travaille sur l'alliance de deux matériaux qui n'arrivent d'ailleurs pas à se marier, qui est le sucre et le béton. L'utilisation du sucre dans le béton, chez moi, c'est simplement l'empreinte d'un geste que réalisaient les résistants le long du mur de l'Atlantique, c'est-à-dire le fait de sacrifier une denrée importante et rare en temps de guerre, et de le plonger dans les bétonnières de la construction des bunkers. Le sucre a la particularité de faire foirer le ciment, qui est la colle donc du béton, qui agglomère toute cette matière autour du sable, gravier, cailloux et autres ferrailles. Et donc ça vient créer des zones fragiles. Ce qu'ils espéraient, ces résistants et résistantes, c'était l'impact d'un obus à cet endroit-là pour que le bâtiment puisse se fendre ou s'écrouler plus facilement. Évidemment, quelques grammes de sucre face à quelques tonnes multiples de béton, c'était vain. Mais je pense qu'ils le savaient, mais en tout cas, je pense qu'ils pouvaient mieux dormir en ayant tenté ça. Et pour en revenir à mes plaques, après avoir fait plusieurs sculptures en béton sucre, j'ai décidé de réaliser un geste très simple qui était une fois que j'avais coulé ces dalles, c'était de remplacer une poignée de béton par une poignée de sucre. Donc je laissais sécher ces dalles à plat
la face visible vers le sol, donc vers le coffrage. Et une fois qu'on les démoulait et qu'on les plaçait, en fait, le sucre venait dégouliner lui-même, tout seul. Je l'ai quelque peu aidé avec de l'eau chaude et un décapeur thermique. Et donc, sur cette colonne, on a véritablement affaire à un poteau défusillé. Ce qui d'ailleurs, puisqu'on a des impacts un peu plus noirs et des impacts de matière organique qui dégoulinent, tel du sang, etc. Ou telle une plaie sur un corps. D'ailleurs, suite à cette pièce-là, j'ai pris conscience de la réalité matérielle de cet objet et j'ai réalisé au mémorial de la résistance à Anvercors un déplié de cette colonne, c'est-à-dire les 4 faces sont dépliées à plat contre un mur dans le mémorial de la résistance du Anvercors, où on a donc plus un poteau mais un mur défusillé, uniquement un plan de béton avec quelques impacts de sucre qui viennent à la fois raconter le geste de résistance, mais aussi le fait que les bâtiments et celui dans lequel nous sommes aussi sont aussi eux-mêmes fusillés, impactés, marqués et qui deviennent aussi, qui rentrent dans le champ du patrimoine, mais sous un angle bien précis. Pour l'œuvre Les Mille en feu, il y a, je ne pourrais pas me lancer dans une explication théorique, complexe, du pourquoi, du comment j'arrive à conceptualiser cette pièce en 2019. C'est surtout cette pièce, c'est surtout la réunion d'une sorte de multiple contexte de travail où je venais de réaliser dans un espace d'art contemporain, les abattoirs à Toulouse, un dessin que j'avais réalisé sur le mur et ensuite que j'avais retourné le dessin pour transformer ces coulées de poudre que je peux réaliser de temps en temps et les transformer comme des colonnes de feu qui pouvaient monter. Et j'étais dans un moment où je voulais réaliser ce geste-là sur des dessins qui puissent être transportables, etc., et pas dans un exercice du mural. Et c'est à ce moment-là où je fais une visite au Camp des Milles et je découvre une gravure, celle de Hans Bellmer, qui a été donc enfermée ici, une gravure qui s'appelle Les Mille en feu. On distingue le visage d'une jeune femme qui se mêle avec la brique et une sorte de colonne de brique un petit peu en ruine, et on voit ses cheveux qui s'élèvent tels des flammes, et très clairement une sorte de message comme ça du désir de voir ces lieux dans lesquels nous sommes en train de brûler. Et c'est simplement à ce moment-là où je me suis dit, le sujet au sens propre du terme du dessin qui sera en train de brûler sera le Camp des Milles, tel qu'il a voulu Hans Bellmer. Et donc du coup je reprends le titre, Les Mille en feu. Donc je fais une œuvre éponyme qui donc représente la façade du Camp des Milles en train de brûler, où on distingue des traces, des colonnes de fumée qui montent le long des fenêtres, qui d'ailleurs est techniquement aussi quelque chose qui n'est réalisable qu'avec la poudre de fer. Je ne pourrais jamais réaliser, et je mets au défi n'importe quel artiste qui soit techniquement absolument incroyable, de réaliser une coulée aussi naturelle, puisque c'est la coulée sur le dessin de petits tas de poudre que je dispose, et ensuite je viens faire basculer le dessin d'un côté, et on a ce tas de poudre qui s'amenuise le long du panneau aimanté. Et en fait, c'est l'aimant qui capture cette chute de poudre. Et donc on a une pièce qui vraiment montre l'utilisation d'un matériau. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'intéressait. Et à ce moment-là, je rentrais dans une période de travail où j'avais très envie de continuer sur la question de l'espace carcéral, mais fort d'expériences multiples, parfois complexes en prison, j'avais très envie de basculer dans des espaces dans lesquels les personnes détenues n'étaient pas présentes, mais d'autres espaces. Et c'est vraiment à partir de ce dessin où j'ai développé tout un pan de la question mémorielle dans mon travail.
Et puis, en me disant aussi simplement que la question mémorielle, elle pouvait aussi se faire sur des représentations qui pouvaient être sensibles et aussi peut-être pas extrêmement respectueuses de la question du patrimoine. Et ça a commencé par ce dessin qui en fait montre simplement le désir de voir les choses, certains espaces disparaître. Sur le travail de dessin, au tout début, ce que j'appelle le début, c'est la fin des Beaux-Arts, d'un parcours d'étudiant dans une école d'art, et non pas la fin des Beaux-Arts. En fait, je me lançais dans le désir de réaliser des dessins, des espaces que j'avais pu photographier qui n'étaient pas disponibles au grand public, donc de prison, d'intérieur, où je volais des photos, etc., etc. Et puis je me suis lancé dans un travail comme si je réalisais des archives, etc., etc. Et ça, j'ai commencé à le faire avec des crayons ou des feutres ou que sais-je. Et puis je me rendais compte très rapidement que il ne m'intéressait pas forcément de représenter ces dessins pour les montrer. C'était déjà intéressant en soi de se dire on montre aux personnes comment c'est à l'intérieur ou quoi que ce soit, mais j'avais envie que le dessin porte en lui déjà l'amorce d'un message, l'amorce d'une interprétation. Et cette amorce, c'était la question de l'évasion. C'était surtout de dire que si je représente ces espaces-là, c'est bien pour dire ce que j'en pense. Et ce que j'en pense, c'était l'idée de se dire qu'on est constamment dans l'imagination, dans l'imaginaire de l'évasion, de s'en aller et de voir ces lieux-là être complètement pulvérisés. Donc j'ai simplement repris les choses un petit peu en arrière et je me suis dirigé vers le matériau de la poudre de fer parce que celui-ci, c'était la résultante d'une action qui est très basique sur la question de l'évasion, qui était le fait de limer les barreaux de la cellule dans laquelle on est. Et quand on lime une barre de fer, ben, tout simplement, on produit de la limaille de fer. Donc on peut imaginer facilement que si un détenu arrive à s'en aller après avoir limé les barreaux de sa cellule, il part avec ses doigts et c'est même plein de poudre de fer. Et donc je voulais dessiner avec ça. C'est donc pour moi ce que j'appelle un matériau signifiant. Il oriente fortement le spectateur dans une lecture. Et puis dessiner ces prisons simplement avec de la poussière, c'était aussi quelque part les fragiliser. Donc encore une fois, dans mon travail et dans mes choix plastiques, et la question de l'éphémérité, parce que de toute façon, quand je réalise des dessins muraux, les dessins muraux sont détruits au balai, pas au sol, d'abord au mur, c'est-à-dire on vient balayer cette poudre qui était à peine tenue par les aimants, pour pouvoir aussi dans tout ça ajouter de la légèreté et transformer ces espaces qui graphiquement sont fort imposants et autoritaires, les transformer dans quelque chose qui avec un souffle est simplement balayé, quoi. Pour être honnête, la constance sur les thématiques que je mène, elles viennent de pensées, de choses que j'ai pu constater pendant mes années aux Beaux-Arts. Juste pour rappel, moi je suis rentré aux Beaux-Arts, j'avais 22 ans, 23 ans, je suis sorti des Beaux-Arts, j'avais 28, 29. Et en fait, voilà, je suis rentré tardivement, un petit peu tardivement, juste assez tardivement pour pouvoir avoir une sorte de recul et de lecture de ce que c'était aussi que ce qu'on appelle communément le milieu de l'art, ou cet espace dans lequel plusieurs personnes entretiennent un espace de vie. Et rapidement, j'ai constaté que la question de l'identité était intéressante. Intéressante aussi sur la question de la survie de l'artiste. J'ai rapidement constaté que si tu n'avais pas d'identité, et si tu n'avais pas une identité propre, pour ne pas oublier ce mot-là,
je pense que tu pouvais être dilué. Et moi, être dilué, ça m'intéresse très peu. Ça m'intéresse très peu parce que j'ai la sensation que si tu creuses quelque chose tel un chercheur qui travaille dans la question de la thèse, qu'est-ce qu'il fait? Il réduit son champ de recherche en permanence. Il le réduit pour pouvoir atteindre l'essence même d'un propos, celui que probablement personne n'est arrivé à toucher et à atteindre. Bien que quand on est au sommet de la pyramide inversée du chercheur, il touche des choses communes. Et c'est au fur et à mesure. Moi, j'ai la sensation d'être dans ce geste-là. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, je réduis mon champ de recherche et parfois j'y trouve des chemins parallèles. Ce qui veut dire que à partir de la question de l'espace carcéral, j'ai ensuite dévié sur des questions mémorielles qui vont me permettre de revenir sur l'espace carcéral, riche de d'autres interprétations, champs de recherche, etc. Et puis la deuxième raison, elle est aussi très simple. Je pense que je réalise je réalise un travail autobiographique, mais il n'en est pas question de parler de moi. Par contre, parler de ce que je sais et de ce que je connais, par le prisme de quelque chose qui est semblable à ce que moi je connais malheureusement que trop par cœur, ça m'intéresse. C'est un jeu de cache-cache en fait. Quand je réalise tout mon travail sur l'espace carcéral, je parle de mes problèmes de santé, mais je n'ai pas besoin de parler de mes problèmes de santé, je peux juste parler de la question de la contrainte du corps, et aussi je parle d'un autre espace qui est l'usine. Mes parents sont décédés du travail lié à l'usine, et quand je parle d'espace concentrationnaire, je parle aussi d'un espace qui est toujours aussi présent aujourd'hui, qui est l'espace concentrationnaire de l'usine et du monde du travail. Donc, finalement, là où pas mal de gens pensent que je suis centré sur une thématique, en fait, c'est une thématique qui est extrêmement poreuse avec d'autres espaces, mais qui en parle de manière déguisée. Et même si je l'évoque dans une prise de parole et dans notre échange, mon travail, lui, par contre, restera toujours déguisé.